Ok, on va commencer le cours. Alors, faisons un petit résumé pour voir où on en est dans l'histoire. En gros, il y a trois gros groupes d'intérêts qui poussent les États-Unis vers la guerre contre l'Iran. D'abord, il y a le lobby pro-Israël. Souviens-toi, ce lobby est composé à la fois d'intérêts juifs et chrétiens. Pour représenter les intérêts juifs, il y a un truc qui s'appelle l'AIPAC. Ils ont environ 100 000 membres, mais c'est des gens très riches. Il y a plein de milliardaires dedans. Ce groupe a donc un gros pouvoir financier. En fait, l'AIPAC est considérée comme la deuxième organisation de lobbying la plus puissante aux États-Unis. La première, c'est celle des retraités. Il y en a environ 30 millions et leur groupe de pression est le plus puissant. Mais l'AIPAC est juste derrière. Ensuite, dans ce lobby pro-Israël, il y a aussi les sionistes chrétiens. Par exemple, il y a l'organisation Christians United for Israel qui est composée d'environ 7 millions de membres. Donc ensemble, les chrétiens sionistes et l'APAC forment une force super puissante au gouvernement et ils veulent une guerre au Moyen-Orient pour faire avancer les intérêts d'Israël. Faut aussi se rappeler que l'Amérique est maintenant accro à l'Empire, parce que l'Empire, ça représente de l'argent facile. Tout l'argent doit passer par les États-Unis. Du coup, il y a plein de gens aux US qui gagnent leur vie en spéculant sur l'argent. Par exemple, Wall Street. Et ça a rendu Wall Street hyper influent dans la politique américaine. La troisième force, c'est l'Arabie Saoudite. Dans nos discussions sur l'Arabie Saoudite, on a vu que le vrai gros conflit au Moyen-Orient, c'est pas entre Israël et l'Iran, mais entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Pour Israël, l'Iran est une menace sécuritaire parce qu'il soutient le Hezbollah et le Hamas. Mais pour l'Arabie Saoudite, l'Iran représente une menace pour son existence même. Alors voilà, l'Arabie Saoudite doit vite régler le problème avec l'Iran. C'est urgent. Ces trois forces, elles se manifestent surtout à travers Trump. En gros, Trump, c'est leur champion. En privé, il y a un mec qui s'appelle Jared Kushner, c'est le gendre de Trump. Il est marié à Ivanka Trump, la fille de Trump. Trump's daughter, Ivanka Trump, okay? And Jared Kushner happens to be Jared Kushner est très pote avec Benjamin Netanyahou, le boss d'Israël, et aussi avec Mohammed Ben Salman, le leader de l'Arabie Saoudite. Le père de Jared, Charles Kushner, était un gros sponsor d'AIPAC. En fait, quand Netanyahou vient aux États-Unis, il loge chez les Kushner. Une fois, Netanyahou a dû dormir dans la chambre de Jared. Et Jared a dormi au sous-sol. C'est pour dire à quel point ils sont proches. Et Jared est super ami avec MBS, le chef de l'Arabie Saoudite, à tel point que quand Jared a lancé un fonds d'investissement privé, le fonds d'Arabie Saoudite a investi 2 milliards de dollars. Ok. Donc grâce à Jared Kushner, ces trois forces peuvent influencer Trump. Comme on en a parlé, il est très probable que Trump redevienne président des États-Unis en novembre et qu'il choisisse Nikki Haley comme vice-présidente. Ça veut dire que Nikki Haley sera celle qui, à la Maison-Blanche, poussera à la guerre contre l'Iran. Comme on l'a vu, Nikki Haley tire la plupart de son fric du lobby pro-Israël. Ok, le lobby anti-Iran. On sait depuis le premier mandat de Trump que ces groupes peuvent vraiment influencer Trump. La preuve, c'est que Trump s'est retiré de l'accord nucléaire avec l'Iran, qui aurait assuré la paix entre les États-Unis et l'Iran. Trump a aussi déplacé l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, ce qui a créé de grosses tensions au Moyen-Orient. On sait aussi que Trump a ignoré le fait que le prince héritier saoudien ait fait tuer un journaliste. Ok ?
We also know that Trump ignored the fact that MBS killed a journalist. Okay? So we On also sait know that aussi que Trump a has been toujours very été friendly with très Saudi Arabia. proche We also de l'Arabie know saoudite. that On sait aussi que Trump a soutenu les accords d'Abraham qui cherchent à instaurer la paix entre Israël et d'autres pays arabes pour les unir contre l'Iran. Ok, la dernière chose que Trump a faite, et c'est la plus importante, c'est qu'en janvier 2020, il a ordonné l'assassinat du général Qassem Soleimani, qui était le chef des gardiens de la révolution iranienne. Donc avec tout ça, on peut supposer que si Trump fait un second mandat, une guerre avec l'Iran sera une priorité majeure. C'est clair jusque-là? Très bien. Maintenant, on a aussi discuté du fait que, même s'il y a ces forces qui veulent la guerre avec l'Iran, c'est finalement l'armée américaine qui doit la mener. Et si l'armée américaine refuse de partir en guerre, alors la guerre ne pourra pas avoir lieu. Voilà ce qu'on a dit. Malheureusement, l'armée américaine, c'est complètement différent de ce que c'était il y a 30 ans. Il y a 30 ans, l'armée US suivait une doctrine militaire assez classique, avec 3 principes super importants que toutes les armées doivent respecter en temps de guerre. Le premier, c'est de concentrer ses forces. Le deuxième, c'est d'éviter de se faire encercler. Et le troisième, c'est de protéger les lignes d'approvisionnement. Le truc important, c'est que quand tu fais une guerre comme ça, une guerre traditionnelle, il faut avoir le soutien du public. Parce que c'est le peuple qui envoie les soldats, qui finance tout et qui te donne le soutien politique. Mais en 2003, l'armée US a changé sa doctrine militaire pour passer à une stratégie de choc et d'effroi. Et ce que ça veut dire, c'est que tu n'es plus obligé de suivre ces 3 principes. Tu peux utiliser la supériorité aérienne, tu as aussi une technologie ultra avancée et des forces spéciales. Ça te permet de mener des guerres de façon rapide, efficace et pas trop chère, de manière décisive pour que vous n'ayez plus besoin du soutien politique public pour faire la guerre. Et comme on en a parlé, ça a aussi créé une forme d'arrogance dans l'armée américaine. Donc, à cause de la guerre de 2003, en Irak, l'armée américaine s'est convaincue qu'elle pouvait gagner n'importe quelle guerre, n'importe où, contre n'importe quel ennemi. On sait maintenant que cette doctrine est fausse. Et on le sait grâce à une opération appelée Prosperity Guardian. Il y a quelques mois, les Houthis, un groupe rebelle au Yémen, ont commencé à attaquer des navires dans la mer Rouge. Beaucoup de commerce passe par là. Alors, l'armée américaine a envoyé une énorme force navale contre les Houthis. Est-ce qu'ils ont réussi à les battre? Non, ils n'ont pas réussi. Du coup, qu'est-ce que les Américains vont faire? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire contre les Houthis? Quelle est la solution à ce problème? Ces pirates Houthis continuent de circuler et d'attaquer. Alors, les navires, ça impacte le commerce international. Et c'est pour ça que l'inflation est un gros problème en ce moment dans le monde. Alors, qu'est-ce que l'armée américaine va faire là-dessus? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? La réponse, c'est rien. L'armée américaine n'a aucune solution. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les forces nécessaires pour mener une opération contre les Houthis. Ils ont des forces spéciales, ils ont la supériorité aérienne, des satellites hyper sophistiqués, mais ils n'ont pas d'infanterie ni plein de bateaux. Du coup, ils ne peuvent pas arrêter les Houthis. Et ce qui est dingue, c'est que Joe Biden a dit clairement qu'ils savent qu'ils sont en train de perdre la guerre en mer Rouge, qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas stopper les Houthis, mais qu'ils vont continuer quand même. Ça a du sens, c'est ça l'arrogance. Ne pas connaître ses limites. Et quand tu te retrouves face à tes limites, que tu refuses d'accepter
tes limites. Ok ? C'est pour ça que, quand l'armée américaine recevra l'ordre d'envahir l'Iran, ils suivront probablement parce qu'ils n'arrivent pas à imaginer qu'ils pourraient se faire battre en Iran. Ok ? Et puis, t'as le corps des gardiens de la révolution iranien, le CGRI. Et comme on en a parlé la dernière fois, ils veulent la guerre contre les États-Unis parce qu'ils sont vraiment en colère contre notre ingérence en Iran. Tu vois, pendant le régime du Shah, qui était une dictature brutale entre 1953 et 1979, c'était les Américains qui soutenaient ce régime policier. Donc beaucoup en veulent pour ça. Ils sont aussi en colère parce que les États-Unis continuent de protéger Israël et l'Arabie Saoudite. Ok ? Et puis, ils sont aussi furieux parce que Trump a fait tuer le général Soleimani. Et comme on l'a vu, il est possible que le corps des gardiens ait tué la semaine dernière le président de l'Iran, Ibrahim Raisi, ou en tout cas, il empêchait la guerre. Tu vois ? Ils veulent la guerre avec les États-Unis. Regarde la carte, tu comprends la logique. Il y a des forces puissantes qui poussent les États-Unis vers la guerre. Trump, pendant son premier mandat, a simplement accepté d'augmenter les tensions avec l'Iran. Dans la Maison-Blanche de Trump, il y avait Jared Kushner et Nikki Haley qui poussaient cette guerre, en privé comme en public. L'armée américaine est tellement confiante qu'elle pense pouvoir gagner ce conflit, et l'Iran, lui, veut provoquer les États-Unis pour qu'ils envahissent le pays. L'Iran a plein de stratégies pour ça. En gros, les États-Unis cherchent un prétexte et l'Iran veut leur en donner un. C'est pour ça que je pense qu'une guerre entre les États-Unis et l'Iran est très probable dans les 2 à 4 prochaines années. Des questions ? Alors, jusqu'ici, on est d'accord sur où on en est avant que je continue. Des questions ? Ok. Maintenant, parlons de la guerre en elle-même. La plupart de ce que je vais dire, c'est de la spéculation. Mais j'utilise ça pour nous aider à mieux capter à quoi une guerre pourrait ressembler. Alors, imaginons que c'est mars 2027. Trump passe à la télé, il annonce l'opération Liberté iranienne, une invasion américaine à grande échelle de l'Iran, avec Israël, l'Arabie saoudite comme principaux partenaires, mais aussi le Royaume-Uni, l'Australie, les Émirats arabes unis et la Pologne qui participent. Donc tu as plein de pays qui attaquent l'Iran ensemble, et Trump explique aux Américains pourquoi les États-Unis mènent cette guerre. Voilà ce qu'il dit. D'abord, il explique que depuis 1 an, il y a eu des manifestations violentes en Iran, des protestations religieuses, politiques et ethniques. Les gens en ont marre de l'ayatollah. Ils en ont marre de la dictature. Ils veulent la démocratie. Ils veulent la liberté. Et une réponse. La garde révolutionnaire tue des milliers de manifestants. L'Iran est au bord de la guerre civile. Du coup, les États-Unis ont le devoir de protéger le peuple iranien. Ok, le peuple iranien prie pour la liberté et la démocratie, et les États-Unis, la plus grande démocratie du monde, doivent leur apporter ça, la démocratie. Donc, la première raison, c'est la liberté et la démocratie. Deuxième raison, les renseignements américains, avec les renseignements israéliens, ont découvert que depuis 2 ans, l'Iran bosse à fond pour développer une bombe nucléaire. En fait, il ne leur reste plus qu'1 mois avant d'avoir 3 bombes nucléaires. Ça veut dire que New York, San Francisco et Los Angeles pourraient être détruits. Donc, pour éviter ça, on doit frapper en premier pour stopper le programme nucléaire iranien. Troisième point,
Les proxys iraniens, les Houthis, plusieurs groupes perturbent le trafic maritime au Moyen-Orient, à la fois dans la mer Rouge et au large des côtes du Yémen. Environ 40% du pétrole mondial passe par cette région, surtout destinée à l'Asie de l'Est. Chine, Japon, Corée du Sud. Notre prospérité mondiale est en jeu. Il faut qu'on entre en guerre pour protéger ces routes maritimes et garantir que le pétrole arrive bien en Chine, au Japon et en Corée du Sud, pour qu'ils continuent à prospérer économiquement. Les États-Unis, en tant que puissance dominante mondiale, ont la responsabilité de protéger cette prospérité globale. Ensuite, l'Iran attaque nos alliés, l'Arabie saoudite et Israël. Les Houthis sont violents, ils attaquent d'Israël, tuant des dizaines d'Israéliens, et ils frappent aussi les champs pétroliers saoudiens, ce qui impacte l'économie. On a l'obligation de défendre nos alliés et amis au Moyen-Orient. Et enfin, on sait très bien que le corps des gardiens de la révolution iranienne finance le terrorisme. La semaine dernière, dans un centre commercial, des tireurs ont tué 107 personnes. Nos renseignements disent que c'était clairement une opération iranienne. Voilà, pour ces 5 raisons, on a décidé d'envahir l'Iran. Mais t'inquiète, cette invasion va réussir parce qu'on a plein d'alliés. Le Royaume-Uni, Israël, l'Arabie saoudite, nos potes, ils font tous partie de l'opération. Nos forces spéciales sont déjà sur place, en train de repérer leurs bases aériennes et leurs missiles, qu'on pourra neutraliser dès le début de la guerre. En plus, on est en contact avec des groupes d'opposition iraniens qui veulent renverser le régime, et quand on les aidera, ils mettront en place la démocratie dans le pays. Notre armée américaine est la meilleure du monde. En 1991, on a mis Saddam Hussein hors jeu en 100 heures. Et en 2003, on l'a battu en moins de 3 semaines. Pour prouver qu'on est les meilleurs, on va battre l'Iran en seulement 2 semaines. Voilà. Ne t'inquiète pas. On sera fort pour protéger la démocratie, la liberté et la prospérité mondiale. D'accord ? Voilà ce que Donald Trump dira au peuple des États-Unis. D'accord ? Et bien sûr, il y aura de grosses manifestations partout dans le pays contre cette guerre, mais la plupart des gens la soutiendront. Ok ? Bon, après ce discours, l'opération sera lancée et à la télé. On regardera ça ensemble, à la télé et sur Internet, sur YouTube, tous ensemble. Ok ? Et on sera vraiment impressionnés par la puissance militaire des USA. Voilà l'Iran. Voilà le détroit d'Ormuz, l'Arabie saoudite, Israël est là, la mer Rouge est là, l'Irak aussi. Ok ? Alors là, dans le détroit d'Ormuz arrive l'USS Gerald R. Ford, un porte-avions super cher à 13 milliards de dollars. Ok ? Ce truc est fait pour détruire des pays. Il patrouille maintenant dans le détroit pour garantir la sécurité des navires. L'Amérique établit rapidement sa suprématie aérienne, ce qui veut dire qu'elle a le contrôle total. Au-dessus du ciel, rien ne peut bouger sans que l'Amérique ne le détecte. Ok ? Ensuite, une énorme force d'invasion est envoyée en Iran, par le sud. 100 000 soldats américains débarquent. Peut-être 200 000 soldats saoudiens aussi. Donc, tu peux avoir entre 300 000 et un demi-million de troupes en Iran, prêtes à attaquer, tandis qu'au nord, ok, donc au sud, les États-Unis et leurs alliés ont pris pied. Ils ont une énorme présence dans le pays et ils s'apprêtent à attaquer au nord.
Ok, tu comprends ce qui s'est passé? Maintenant, je veux te poser une question. À ce stade, je pense que la guerre est déjà décidée. Qui a gagné la guerre? L'Amérique a établi la supériorité aérienne, elle contrôle le ciel, la marine américaine contrôle les mers, tu as 100 000 soldats américains dans le pays prêts à frapper au nord. La guerre est décidée. Qui a gagné? Ok? Évidemment, c'est une question piège. Évidemment, c'est l'Iran qui a gagné la guerre. Pourquoi? Quel est le problème avec ça? Ce plan, d'accord, c'est la doctrine américaine typique, choquante. C'est comme ça qu'ils font la guerre. Mais il y a un problème avec ce plan, c'est quoi? Pourquoi les Iraniens voudraient ça? Bon, revenons à la doctrine militaire traditionnelle. Dans la doctrine militaire traditionnelle, il y a 3 principes. D'accord? Concentrer les forces, éviter l'encerclement, protéger les lignes d'approvisionnement. Voilà, 3 trucs que tu dois absolument respecter si tu veux gagner une guerre. Alors, en utilisant cette doctrine militaire traditionnelle, explique-moi pourquoi les États-Unis ont perdu la guerre maintenant. Exactement. Premièrement, ils sont encerclés. Tu sais pourquoi? Parce que l'Iran, c'est tout en montagne. C'est une forteresse. Ça veut dire que pour faire entrer les troupes dans le pays, faut les parachuter. Mais mec, une fois qu'elles sont dans le pays, tu peux plus les sortir. Tu piges. Voilà le premier problème. Ils sont encerclés. Et le deuxième problème, c'est quoi? Pourquoi pas? Ouais, c'est ça. Pourquoi sinon? Ok, donc ils n'ont pas réussi à masser leurs forces. L'Iran, c'est 90 millions d'habitants. Il te faudrait au moins 3 à 4 millions de soldats pour même penser à conquérir le pays. Là, ils ont 100 000 gars dans ce pays. Ok? Et comme Jack le dit, tu peux pas faire passer des tanks dans des montagnes. C'est pas fait pour la guerre en montagne. Tu fais quoi alors? Voilà, ils peuvent pas masser leurs forces. Ils sont encerclés. Et le pire problème, c'est qu'ils peuvent pas être réapprovisionnés. Ils ont aucune ligne d'approvisionnement. Les avions doivent larguer munitions et bouffe dans le pays. Mais l'Iran, c'est que des montagnes. Donc c'est super facile pour les Iraniens de descendre les avions. Ça te paraît clair? Quand tu passes par des montagnes, tu peux pas voir ce qu'il y a en bas. Un mec au hasard, avec un lance-roquette, peut juste descendre l'avion. D'accord, l'hélico, c'est exactement ce que les Afghans ont fait contre les Soviétiques pendant la guerre en Afghanistan. Et c'est pour ça que les Soviétiques ont perdu. Un drone peut abattre n'importe quel avion, tu vois. En gros, ces types les sont coincés. Tu crois que c'est des soldats, mais en fait, ce sont des otages. Tu piges? Il y a trop de monde dans le pays, donc tu peux pas les faire sortir. Mais t'as pas assez de troupes pour lancer une attaque contre eux. Tu peux pas les ravitailler et ils sont encerclés par les forces iraniennes. Ça te va? Ok. Maintenant, l'idée d'avoir 100 000 soldats américains dans le pays, c'est qu'une fois sur place, toute la résistance au régime va se lever et attaquer les Iraniens. L'armée iranienne va faire mutinerie contre le gouvernement. C'est ça l'espoir. Pourquoi on ne pense pas que ça va arriver? Pourquoi les Iraniens ne se révolteraient-ils pas contre leur gouvernement? Pourquoi pas? Ils veulent se révolter. C'est ça. Bon, les Iraniens détestent les Américains, ok? Faut se rappeler que les Iraniens, entre 1953 et 1979, ils avaient le Shah, soutenu par les Américains, qui dirigeait un État policier ultra brutal. Tellement brutal que tout le monde en Iran s'est soulevé contre ce régime. Voilà, c'est la première raison. Pourquoi d'autres, les Iraniens ne soutiendraient pas les Américains? Premièrement, l'Iran a une mauvaise histoire avec l'Amérique. Ensuite, quel pays est voisin? L'Irak. Qu'est-ce qui s'est passé en Irak? Les Américains ont détruit l'Irak. Dès 2003 jusqu'en 2011, ils étaient là à démolir le pays. L'Amérique disait qu'elle allait apporter la liberté, la démocratie, la prospérité, la richesse. Mais au final, ils ont juste détruit le pays. Les soldats américains entraient dans les maisons chaque nuit, braquaient des enfants avec leurs armes, détruisaient des maisons et arrêtaient des hommes sans raison. Les Iraniens ont tout vu à la télé.
on TV. Ils ont tout entendu. Les voisins savent très bien que si l'Amérique débarque, c'est pas pour apporter la liberté, la démocratie ou la prospérité. C'est pour détruire le pays. C'est pour ça qu'ils vont se battre. Ensuite, les Iraniens pensent qu'ils font partie d'une grande civilisation. Donc, ils tiennent à leur liberté et à leur indépendance. Tu vois ce que je veux dire? Ils vont jamais se soumettre à un envahisseur étranger. Après, il y a aussi la religion. Les Iraniens sont très croyants. Ils pensent que l'Amérique, c'est le diable, et ils ont un devoir religieux de combattre le diable. Donc, pour plein de raisons, il n'y a aucun moyen que les Iraniens se mettent du côté des Américains. Peut-être une minorité, mais la majorité va résister. Tu comprends? Des questions jusqu'ici? Alors, c'est une bonne question. Pourquoi les Américains pensent que le peuple iranien va se révolter? La réponse, c'est qu'ils ont besoin de justifier l'invasion. Tu vois ce que je veux dire? Ils doivent avoir une explication logique pour expliquer pourquoi cette invasion va réussir. Parce qu'il y a plein de critiques contre eux, du genre « Il vous faut 4 millions de soldats pour envahir l'Iran ». Or, ils n'ont pas 4 millions de soldats. Au max, ils en ont 1 million, ok, dans le monde entier. Et au Moyen-Orient, ils ont environ 60 000 soldats. Donc, ils ne peuvent pas aligner 1 million de soldats. Du coup, leur seule explication, c'est « Ok, on va faire comme si, une fois qu'on envahit, le peuple iranien va nous soutenir ». C'est pas basé sur la vérité, mais c'est une explication pour dire pourquoi l'invasion va réussir. Tu vois ce que je veux dire? Ah, tu sais, c'est une super bonne question. Voilà, c'est leur propagande. Mais est-ce qu'ils y croient vraiment? La réponse, c'est l'orgueil. Oui, ils y croient, parce qu'ils sont pleins d'orgueil. Et encore une fois, c'est compliqué, parce qu'on n'est pas dedans. Ta position, mais une fois que tu es dans cette position où tu as accès aux armes nucléaires, où tu peux tuer n'importe qui dans le monde, où tu peux tout voir dans le monde, ça te donne l'impression que tu es Dieu, tu vois? Et on se rappelle, genre le semestre dernier, on lisait les Grecs pensaient que le pire, c'est l'hubris, parce que ça te fait croire que t'es Dieu alors que t'es pas Dieu, et tu vas grave t'attirer des ennuis si tu crois ça, tu piges? Ça va? Ok, d'autres questions? Bon, alors Trump dit que l'Iran est à 1 mois de développer une bombe nucléaire. En fait, les États-Unis voient ça depuis genre 10 ans, ok? Tu googles ça et les Américains se disent « Oh, l'Iran est à 1 mois d'avoir une bombe nucléaire ». Ils répètent ça depuis 10 ans. Tu comprends que quand Trump fait un discours, il n'y a absolument aucune preuve que tout ça soit vrai, ok? Mais c'est comme ça qu'il va justifier l'invasion, d'accord? Donc même si l'Iran possède une bombe nucléaire, il y a de fortes chances qu'il ne l'utilise pas. Pourquoi pas? C'est ça. En fait, il n'y a qu'une seule façon pour l'Amérique de gagner cette guerre contre l'Iran. Balancer une bombe nucléaire sur le pays. Et l'Amérique le ferait, si elle en a assez, si elle a un prétexte. Les armes nucléaires, c'est justement ce dont l'Iran a super peur. Tu vois le truc? Voilà pourquoi c'est important. Maintenant, les soldats américains sont coincés dans ce pays. Du coup, la question c'est... Pourquoi l'Amérique ferait un truc aussi con que d'envoyer 100 000 soldats là-bas, sans raison, pour les faire coincer? Ça paraît bizarre, non? Alors ce que je veux te montrer, c'est qu'on peut prouver, ou du moins, donner des preuves, que c'est vrai de 2 façons. La première, c'est l'analyse historique. Ça veut dire, est-ce qu'il y a eu dans le passé des exemples similaires, des analogies? S'il y en a, alors ça pourrait être vrai. D'accord. La deuxième méthode, c'est pour l'analyse en théorie des jeux. Pourquoi des acteurs rationnels feraient un truc aussi stupide que piéger 100 000 soldats américains en Iran? Bon, on va d'abord faire une analyse historique pour trouver des exemples similaires, des analogies historiques, puis on regardera la théorie des jeux pour essayer de comprendre la motivation des acteurs. Ok, donc commençons par l'analyse historique. Ah non, pardon, on va d'abord faire l'analyse historique. Alors, on est en 415 avant Jésus-Christ à Athènes. Vous vous rappelez qu'on a étudié la guerre du Péloponnèse le semestre dernier?
Donc on va parler de cette guerre qui dure depuis 17 ans. Une guerre brutale entre Athènes et Sparte. C'est un statu quo. Et puis, pour une raison ou une autre, un homme nommé Alabès propose une idée. Pour gagner la guerre contre Sparte, il faut alors Nas veut envahir la Sicile. Et son adversaire lui demande « Mais pourquoi on voudrait envahir la Sicile? C'est loin. » Et Nas lui répond « Parce que la Sicile, ça rapporte beaucoup d'argent. Et si on envahit le pays, on peut prendre leur thune. » En fait, avec cet argument, les Athéniens sont vraiment à fond, parce que la guerre leur coûtait cher, mais ils étaient accros à l'argent facile que leur rapportait l'Empire. Du coup, ils voulaient de continuer à se battre. Alors Nas a une super idée pour convaincre les gens de ne pas partir en guerre. Il leur dit « Ok les gars, je sais que vous voulez faire cette guerre. Je sais que vous pensez que c'est une bonne idée. Mais la Sicile, c'est immense. Ils ont une marine, donc il nous faut une grosse expédition contre Syracuse et la Sicile. On a besoin d'au moins 5000 soldats, c'est énorme, sachant que la population totale d'Athènes, c'est environ 50 000 personnes. Voilà, 5 000 soldats. Les soldats, c'est beaucoup pour Athènes. Et on a besoin d'environ 100 navires. L'idée, c'est que Nisos essaie de faire peur aux gens pour qu'ils refusent de se battre. Voilà le truc. Les Athéniens, eux, ils trouvent que c'est une super idée. Envoyons une grosse force contre la Sicile et Syracuse pour gagner la guerre. Comme ça, d'un coup, avec l'effet de surprise. Le problème, c'est que jamais dans son histoire, Athènes n'a envoyé une aussi grande expédition militaire contre une autre puissance. Tu vois ce que je veux dire? Quand les Perses ont envahi, c'était eux qui attaquaient en Athènes, pas l'inverse. Donc, quand tu montes une énorme expédition contre un autre pays, c'est quoi ton problème numéro un? Qu'est-ce que les Athéniens doivent absolument régler? Réfléchis bien. Parce qu'ils n'avaient aucune expérience de guerre à l'étranger. Ben déjà, l'ennemi connaît le terrain mieux que toi. Mais en fait, il y a un problème encore plus gros que ça. Voilà. Le plus gros problème, c'est l'approvisionnement. Et c'est un truc auquel les Athéniens n'avaient pas pensé, parce qu'ils n'avaient jamais mené une guerre comme ça avant. Du coup, ils ont envoyé une énorme expédition contre la Sicile et Syracuse, qui était une puissance navale. Les Siciliens étaient surpris. Ils se demandaient pourquoi les Athéniens voulaient les envahir. Pendant la première année, les Athéniens défonçaient l'armée de Syracuse, qui a dû se replier dans la ville. Alors, les Athéniens ont commencé le siège de la ville. Syracuse est là, les Athéniens aussi, et ils contrôlent la mer. C'est une situation très similaire à celle-là. Tu vois? Mais ce qui s'est passé, c'est que les Athéniens n'arrivaient pas à se réapprovisionner. Pourquoi? Parce que Syracuse avait aussi une flotte et elle pouvait bloquer la marine athénienne pour empêcher les renforts et les vivres d'arriver aux troupes athéniennes. Voilà, l'armée athénienne a été anéantie en Sicile, ce qui a fait que les Athéniens ont finalement perdu la guerre contre Sparte et ça a provoqué l'effondrement de l'Empire athénien. Ok, vous suivez? Et encore une fois, les historiens essaient depuis longtemps de comprendre pourquoi les Athéniens ont fait un truc aussi stupide que d'envoyer une énorme armée contre Syracuse, alors que le risque d'échec était énorme. Ok? La seule explication, c'est que les Athéniens avaient de l'hubris, tu vois? Ils n'avaient jamais vraiment perdu une guerre. Et ils étaient devenus accros à leur empire. C'est un peu la même situation dans laquelle se trouve l'Amérique aujourd'hui. Ok? Ça vous parle? Bref, ça s'est déjà vu dans l'histoire. Quand les Athéniens ont envahi la Sicile et perdu contre Syracuse, toute leur armée a été détruite parce qu'ils n'ont pas pu réapprovisionner leurs troupes. Tu piges? Ok. Le deuxième exemple, c'est la guerre du Vietnam. Donc au début des années 60, au début de la décennie, la plupart des Américains n'avaient jamais entendu parler d'un pays appelé Vietnam. En fait, ils ne savaient même pas ce que c'était ni où ça se trouvait.
Mais à la fin des années 60, en 1969, un demi-million de soldats américains étaient sur place, en train de tout détruire. Mais eux aussi subissaient de lourdes pertes. 58 000 soldats américains sont morts au Vietnam. Du coup, la question c'est comment ça a pu arriver? Pourquoi ça s'est passé comme ça? En 1960, le Vietnam, c'était un pays lointain que personne ne connaissait. Et à la fin de la décennie, un demi-million de soldats américains étaient sur place à se battre contre un ennemi qu'ils ne comprenaient pas vraiment. En 1971, les Pentagon Papers sont sortis. C'était une histoire de l'implication américaine dans la guerre du Vietnam qui remontait aux années 50. Et ça mettait en avant 3 points importants. Le premier, c'est que les chefs militaires américains avaient étendu la guerre au Vietnam sans que le public soit au courant. Ok, ça c'est ce qu'on appelle la mission qui s'étend. Au début, ils ont peut-être juste envoyé des observateurs dans le pays, puis des conseillers, ensuite des formateurs, puis des soldats. Voilà, la mission qui s'étire doucement avec le temps. Les choses dégénèrent et tu comprends pas pourquoi, mais ça arrive. Deuxième point, dès le départ, les dirigeants américains savaient que la guerre était perdue d'avance. C'était la meilleure armée du monde. Ils ont largué plus de bombes au Vietnam dans les années 60 que pendant toute la Seconde Guerre mondiale. Et pourtant, ils n'ont pas pu gagner. Pourquoi? Pour gagner une guerre, il faut résoudre 3 problèmes. Premier problème, la stratégie. Qu'est-ce que tu cherches à accomplir dans ce pays? Quels sont tes objectifs militaires clairs? Deuxième point, tu dois t'adapter au terrain parce que même les meilleurs plans changent en plein combat. L'adversaire qui s'adapte le mieux, le champ de bataille va décider. D'accord. La troisième chose, c'est la volonté de se battre. Donc, si tu veux analyser une guerre et savoir qui a le plus de chances de la gagner, tu te poses 3 questions. Premièrement, est-ce que ce gars-là a des objectifs militaires clairs que tout le monde comprend? Parce que ça détermine la stratégie. Deuxièmement, est-ce que ce gars-là s'adapte au terrain? Et troisièmement, est-ce qu'il a encore la volonté de se battre? Si la réponse est oui à ces 3 questions, alors c'est lui qui va probablement gagner la guerre. Regarde la guerre du Vietnam. Même si les Américains tuaient beaucoup de monde, ils ont tué 3 millions de Vietnamiens durant la guerre. Ils n'ont pas réussi à briser la volonté de combattre de l'ennemi. Au contraire, ils les ont rendus encore plus en colère. Donc plus de gens étaient bientôt prêts à se battre contre les Américains. Très tôt, les dirigeants politiques américains ont compris que la guerre ne pouvait pas être gagnée. Alors la question suivante, pourquoi est-ce que l'Amérique est restée dans la guerre? Eh bien, la réponse, c'est la crédibilité. La crédibilité, ça veut juste dire qu'ils ne voulaient pas perdre la face, ils ne voulaient pas que les Chinois, les Soviétiques ou les Européens se moquent pas d'eux. Mais en fait, il y a une autre façon de comprendre la crédibilité, c'est ce qu'on appelle le biais des coûts irrécupérables. Vous en avez déjà entendu parler? L'idée, c'est qu'il ne faut jamais aller dans un casino. Pourquoi? Parce que quand tu commences à perdre de l'argent, à un moment donné, tu ne peux plus partir. Tu veux absolument récupérer ce que tu as perdu. Tu as déjà tellement investi que tu peux plus lâcher l'affaire, tu dois récupérer ton argent. Et c'est pareil avec la guerre. Au bout d'un moment, tu as tellement investi que tu peux plus t'en sortir. C'est ce qui s'est passé au Vietnam. L'Amérique avait tellement investi qu'elle ne voulait pas quitter la guerre, parce qu'elle ne voulait pas admettre tout ça. Ça a été perdu. D'accord? C'est ce qu'on appelle la fallace du coût irrécupérable. C'est pour ça que même si l'Amérique ne pouvait pas gagner la guerre, elle voulait quand même continuer à se battre. Tu vois ce que je veux dire? Bon, la guerre du Vietnam, c'est un autre exemple similaire, où l'Amérique a envoyé tellement de soldats qu'elle refusait de quitter la guerre et d'admettre la défaite. Vous suivez? Ok, maintenant, regardons un autre exemple, le plus récent, la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Comme vous le savez, en février 2022, Poutine a ordonné une opération militaire spéciale contre l'Ukraine.
Alors voilà, l'Ukraine et la Russie, ils ont attaqué sur 3 fronts. Au nord pour prendre Kiev, la capitale. À l'est pour prendre Donetsk. Et au sud, depuis la Crimée, pour contrôler le sud. Et comme on sait, le nord a échoué. L'attaque au nord a foiré. Les Russes ont dû faire marche arrière. Mais à l'est et au sud, ça a marché. Voilà, on y pense. À ce sujet, tu as une armée super puissante qui attaque ton pays. L'Ukraine. Si t'étais le président ukrainien, si t'étais l'armée ukrainienne, il n'y a vraiment qu'une seule manière de mener cette guerre. Alors, comment tu la mènes, cette guerre, avec la doctrine militaire traditionnelle? Vous savez comment ça se passe. Revenir aux forces massives, éviter de se faire encercler, protéger les lignes d'approvisionnement. Comment tu mènes cette guerre? Il n'y a qu'une seule façon. Excuse-moi. Il n'y a qu'une seule façon de mener cette guerre et de gagner. C'est quoi? L'ennemi est en train de t'attaquer, donc qu'est-ce que tu dois faire? La réponse, c'est que tu dois te replier. Pourquoi? Parce que l'ennemi attaque, donc tu retires tes forces. Pourquoi tu ferais ça? C'est quoi la logique? C'est simple. Tu veux faire s'épuiser ton ennemi. L'Ukraine, c'est un pays immense et la Russie n'a pas envoyé beaucoup de soldats, peut-être 160 000, c'est pas tant que ça. Donc si tu leur laisses juste de l'espace, ils vont dépasser leur ligne d'approvisionnement. Ok? Et quand ils dépassent leur ligne d'appro, tu peux les encercler et couper leur ravitaillement. C'est la seule façon de gagner la guerre, ok? Alors, qu'est-ce que les Ukrainiens ont fait à la place? C'est la seule façon de gagner cette guerre. Mais qu'est-ce que les Ukrainiens ont fait à la place qui les a fait perdre la guerre? Les Ukrainiens ont refusé de céder du terrain. Ils ont refusé de lâcher du terrain. Ils voulaient se battre contre les Russes pour chaque centimètre carré. Et au final, comme les Russes avaient plus de force en masse, ils ont réussi à percer. Voilà la première grosse erreur de l'Ukraine. Mais ensuite, l'été dernier, l'Ukraine a lancé ce qu'on appelle une contre-offensive. Tu vois, donc une fois que la Russie a pu prendre du terrain, et vu que la Russie est une armée de terre, elle a commencé à... Ils ont construit des fortifications, surtout des défenses d'artillerie, avec 3 lignes de défense. Et pendant l'offensive d'été, pour une raison ou une autre, l'armée ukrainienne a envoyé des dizaines, voire des centaines de milliers de soldats contre cette artillerie. Et les Russes ont explosé tout le monde. Maintenant, la question, c'est pourquoi les Ukrainiens font ça? Ils ont perdu la guerre, non? Ils n'ont plus de soldats. En fait, l'âge moyen dans l'armée ukrainienne, c'est plus de 40 ans, avec des gars dans la soixantaine et la septantaine qui combattent. Ils n'ont pas assez d'hommes. La guerre est perdue. Pourquoi ils continueraient? Déjà, pourquoi ils se battent pour chaque centimètre de territoire? Et pourquoi ils lancent une contre-offensive contre un ennemi supérieur? Un ennemi supérieur, c'est un vrai problème. Le premier truc, c'est le président Zelensky, un acteur de télé. Ce qui veut dire qu'il ne pense pas stratégie, il fait juste... Il pense à ce qui fait bien à la télé. Donc, pendant les 2 premières années de la guerre, on regardait ça à la télé, tu vois. On avait l'impression que les Ukrainiens allaient gagner cette guerre, tu vois. Je me souviens, il y a genre 2 ans, les gens disaient que les Ukrainiens allaient marcher sur Moscou et renverser Poutine. C'était ce que tout le monde disait. Et la raison, c'est que Zelensky est un maître de la manipulation de l'image publique, tu vois. Il déformait la réalité pour les gens à travers la télé. Le problème, c'est que ce n'est pas la vraie réalité, les gars. La réalité sur le terrain est complètement différente de ce qu'on voit à la télé. Tu vois ce que je veux dire? Et sinon, qui est le genre de Zelensky dans ce monde? Trump est exactement pareil. Tu comprends? Trump aussi, il se préoccupe de ce qui fait bien à la télé. Il se dit, faut que j'ai l'air fort. Faut qu'on ait l'air de gagner cette guerre. En vrai, il s'en fout un peu de la stratégie. Du coup, c'est très probable qu'il ordonne une invasion terrestre en Iran, parce que ça rendrait bien à la télé. Ok, le problème avec Zelensky, c'est qu'il se préoccupait de l'apparence, pas de ce qui fonctionnait vraiment. Mais il y a aussi d'autres soucis, comme les extrémistes dans l'armée ukrainienne. Ces mecs-là, ce sont des nazis, des néo-nazis. En général, on pense que les néo-nazis
sont des gens qui tuent des Juifs, mais les Russes voient ça différemment. Parce que, rappelez-vous, l'Allemagne et l'Union soviétique se sont battus pendant la guerre. Pour les Russes, les nazis, c'est des ennemis de la Russie qui veulent tuer des Russes. Et il y en avait beaucoup en Ukraine. Ils détestent la Russie et veulent tuer un max de Russes possible. Ce sont eux qui poussent à faire durer la guerre autant que possible. Donc, tu as ces extrémistes dans l'armée ukrainienne. Et la dernière raison, c'est l'OTAN. C'est un secret de polichinelle que l'OTAN aide l'armée ukrainienne contre la Russie. Tu as des conseillers militaires de l'OTAN qui élaborent la stratégie contre la Russie. Donc c'est très probable que l'offensive de l'été dernier, c'était un plan de l'OTAN et pas juste un plan ukrainien. C'est possible. On sait aussi que des forces spéciales de l'OTAN sont dans le pays et dirigent des frappes de missiles contre les forces russes. Ce qui veut dire quoi? Si c'est vrai, et si l'Ukraine perd la guerre, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus assez de soldats pour continuer à se battre, qu'est-ce que l'OTAN va faire? Ouais. D'après ce qui s'est passé pendant la guerre du Vietnam et l'expédition athénienne en Sicile, le plus probable, c'est que l'OTAN envoie ses propres troupes contre la Russie. Macron en France a dit qu'on voulait envoyer des soldats français. Et le Premier ministre britannique a dit qu'il envisageait la conscription pour les jeunes Britanniques. Voilà ce que ça veut dire. Les citoyens britanniques seront enrôlés de force dans l'armée pour combattre la Russie. D'accord? Voilà 3 exemples historiques très proches de ce qui pourrait arriver en Iran. C'est clair? Des questions avant que je continue? Tout est clair jusque-là? Bon, maintenant, on va utiliser une autre méthode d'analyse appelée analyse de jeu, ok? C'est ce que je vous ai appris ce semestre. Et l'idée, c'est que la société, ce qui se passe dans le monde réel, c'est comme un jeu entre les êtres humains. Chaque personne essaie de jouer ce jeu pour optimiser le résultat pour elle-même. Du coup, la question, c'est pourquoi les États-Unis enverraient 100 000 soldats en Iran. Regardons les motivations des différents acteurs. Alors, les États-Unis, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Qu'est-ce qu'ils veulent accomplir en faisant ça? Ils veulent renverser le régime. Et tu peux accomplir ceci qu'avec une invasion avec des troupes au sol. En gros, les États-Unis veulent renverser le régime à Téhéran, mais il y a aussi d'autres acteurs en jeu. Alors, l'Iran, qu'est-ce qu'il veut faire? En gros, les gardiens de la révolution veulent tuer un max d'Américains. Tu vois, leur but, c'est de forcer une invasion américaine au sol. L'idée, c'est que si les États-Unis débarquent, ils vont forcément perdre la guerre, parce que les gardiens peuvent envoyer des kamikazes contre eux. Maintenant, parlons d'Israël. On sait que les États-Unis veulent renverser l'Iran, que l'Iran veut provoquer une invasion américaine pour battre les Américains, les humilier et se venger de ce qui s'est passé avant. Et Israël, lui, qu'est-ce qu'il veut vraiment? Quel est son meilleur plan? Les gars, si t'es Israël, qu'est-ce que tu veux qu'il se passe? Ok, donc tu veux que l'Iran soit vaincu, d'accord. Et après, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que l'Iran soit détruit, que ses alliés aussi soient écrasés, et ensuite? Tu veux que les États-Unis restent au Moyen-Orient? Mais qu'est-ce qui se passe si les États-Unis et l'Iran perdent la guerre? Genre, l'Iran est détruit en tant que pays, et les États-Unis perdent leur présence militaire au Moyen-Orient. Qu'est-ce qui arrive? Israël devient le boss du Moyen-Orient. Tu piges? Voilà. Israël peut contrôler toute la région. Donc, le meilleur scénario pour Israël, c'est que l'Iran et les États-Unis soient tous les deux détruits. Tu comprends? Et l'Arabie Saoudite, dans tout ça?
Leur meilleur résultat, c'est pareil que pour Israël. Exactement le même. Tu vois le truc, ça laisserait le Moyen-Orient entre les mains de l'Arabie Saoudite et d'Israël. Mais Israël est largement au-dessus. L'armée est plus puissante que celle de l'Arabie Saoudite. Ok ? Faut se rappeler que c'est assez facile de détruire l'Arabie Saoudite. Ils ont des champs de pétrole. C'est pas super compliqué. Par contre, c'est pas aussi simple de faire pareil avec Israël. Du coup, Israël devient un acteur majeur. Tu vois ? C'est de la théorie des jeux. En gros, tous les gros acteurs veulent une invasion de l'Iran, mais chacun cherche un résultat différent. L'Arabie Saoudite et Israël, eux, gagnent le plus si on se retrouve avec 100 000 soldats américains sur place, coincés sans pouvoir partir, parce que ça devient une sorte de piège coûteux. Les États-Unis peuvent juste envoyer plus de soldats. Tu piges. C'est clair pour vous ? Tu peux arriver à cette conclusion, soit par une analyse historique, soit par la théorie des jeux. Des questions jusqu'ici? Nickel. Alors Céline a posé la question la plus cruciale. Les États-Unis ont l'arme nucléaire, c'est leur atout ultime. Non, du coup, ce que Trump peut dire à Iran, c'est genre « j'ai 100 000 soldats dans ton pays ». Trump can say to Tehran is like, I have 100,000 troops in. Tu dois les laisser partir, ou je te balance une bombe nucléaire. T'as compris? Trump, il peut dire ça. Écoute, je suis Trump. Je suis Donald Trump. Faut que je montre que je suis fort. J'ai 100 000 soldats dans ce pays. Je peux pas les faire sortir. Donc je dis à Téhéran, soit tu les laisses partir, soit tu garantis leur passage en sécurité hors du pays. Sinon, je te balance une bombe nucléaire. Voilà ce qui va se passer. C'est ce que Donald Trump ferait si la situation arrive. La seule façon pour lui de sauver la face, c'est de menacer Téhéran en disant « Soit tu laisses mes gars partir, soit je détruis tout le pays. » Alors, comment Téhéran peut s'en sortir ? Comment les Iraniens peuvent se protéger contre cette menace? Parce que tu as raison, c'est exactement ce qui va se passer si la situation dégénère. Trump va répondre avec une menace nucléaire, voire une attaque nucléaire. Donc, que faut-il faire, les Iraniens, pour se protéger contre cette possibilité? Qui peut les aider maintenant? La Russie, ok? Tu comprends? Avant que cette guerre n'éclate, l'Iran et la Russie doivent tomber d'accord. Où Poutine dit dès le départ, personne n'a le droit d'utiliser des armes nucléaires. Ok? Si l'Iran utilise des armes nucléaires, je vais bombarder l'Iran. Si les États-Unis utilisent des armes nucléaires, je vais bombarder les États-Unis. Si Israël utilise des armes nucléaires, je vais bombarder Israël. Ok? Si Poutine dit ça, comment le monde va réagir? S'il dit « Vous n'avez pas le droit d'utiliser des armes nucléaires », il devient un héros. Non, il a sauvé l'humanité. Mais parce qu'il dit ça, les États-Unis se retrouvent coincés. Tu comprends? Ça devient un trou noir pour les États-Unis. Ils ne peuvent qu'envoyer plus de troupes. Ils ne peuvent pas en retirer. C'est quoi le problème avec ça? Envoyer plus de troupes, quel est le problème? Il y a un gros problème avec cette idée d'envoyer plus de soldats. C'est quoi ce problème? Bah, personne ne veut aller se battre, tu vois? L'armée n'arrive pas à recruter, même si tu avais assez de soldats. Comme dit Jack, tu peux pas les ravitailler. Pourquoi tu peux pas ravitailler ton armée? Bah, il y a un problème plus gros que les lignes d'approvisionnement. C'est quoi? Pour fabriquer des balles et des munitions. Tu sais ce qu'il faut? Les États-Unis n'ont plus de capacité de production parce qu'ils ont délocalisé toute leur industrie en Chine. Souviens-toi de ça. Pour chaque navire que les Américains peuvent construire, les Chinois peuvent en construire 232. C'est ce que dit le Pentagone. Tu piges? Si cette guerre devait arriver, il n'y a aucune chance que les États-Unis gagnent. Ils seraient complètement coincés à l'intérieur de l'Iran. Et une fois coincés,
C'est là que le biais du coût irrécupérable entre en jeu. Et l'Amérique y met toutes ses ressources. Mais c'est un trou noir, tu vois. Ils ne peuvent pas utiliser d'armes nucléaires parce que Poutine, dès le début, a dit que c'était interdit d'utiliser des armes nucléaires. D'accord ? Mais du coup, la question c'est, pourquoi Poutine ferait ça ? Pourquoi il s'impliquerait dans cette guerre ? C'est ce qu'on va voir en cours la prochaine fois. Comment Poutine voit cette guerre et comment il va réagir. Mais avant de finir, vous avez des questions là-dessus ? Vous comprenez ? C'est clair ? N'hésitez pas. Ah, super question. Alors, le problème avec l'Irak, c'est que c'est un pays indépendant. Tu comprends ? Il y a 10 000 soldats américains en Irak. Donc il faudrait leur permission. Même avec leur permission, il y a un souci, parce qu'il y a plein de milices chiites en Irak qui sont loyales à l'Iran. Ils verraient la force d'invasion américaine comme une opportunité pour attaquer les Américains. D'accord ? Parce qu'ils en veulent encore aux Américains à cause de ce qui s'est passé en Irak. Mais même s'ils pouvaient avoir une base en Irak, ils doivent quand même gérer les montagnes. Tu vois ? Tu comprends ? Le problème, c'est que tu as 100 000 soldats dans le pays. Il faut les faire sortir. Et c'est super difficile de les faire sortir. Si tu passes par les montagnes, tu risques une embuscade. Si tu passes par la plaine, ces drones vont te tomber dessus. C'est ça le problème, tu vois ? C'est clair ? D'autres questions ? Parfait. Alors vendredi, on parlera de Poutine.